Bonjour à tous les participants. Donc, je suis Margot Bernard du cluster Indurapol de compétitivité Infra 2050. Et donc, on est là ensemble pour un webinaire qui porte sur la biodiversité dans le domaine spécifique que sont les travaux en falaise. Donc, ce webinaire est organisé avec Biotop, Garelli et Géodit. On est ensemble à peu près 1 heure et il est organisé dans le cadre du projet Iris-Calp où en fait donc Iris c'est une communauté collaborative d'intérêt pour le développement des compétences de la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine des risques naturels gravitaires et il y a donc le développement d'une chaîne de connaissances qu'on appelait donc les webinaires Iris qui a pour vocation de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, les outils, les concepts, les approches et les expériences capitalisées dans les laboratoires, dans les entreprises, dans les collectivités, dans le domaine des risques naturels. Voilà. Donc pour ce webinaire, vous avez plusieurs façons de communiquer avec nous, de pouvoir poser des questions. Donc, vous pouvez poser des questions à tout moment dans le module Q&R, donc par écrit. Elles seront reprises à la fin de la présentation et on y répondra. Et vous pouvez aussi, au moment des échanges, tout simplement lever la main. Donc vous avez voilà, un petit logo qui permet de lever la main en bas de l'écran normalement. Euh, et donc ça me permettra de vous donner la parole. Donc vous aurez plus qu'à ouvrir votre micro et comme ça vous pourrez poser une question à l'oral. Voilà. Et donc, on va passer du coup à la présentation rapide des intervenants, des personnes qui ont préparé ce webinaire. Donc, on va commencer par Biotop avec Aurélia Labédan et Aurélien Grimaud. Bonjour à tous, donc Aurélia Labedan, moi je suis responsable d'agence donc Biotop pour la région PACA. Un petit mot sur l'organisation de Biotop dans cette région, c'est aujourd'hui donc 30 collaborateurs, des écologues, des experts naturalistes, qui sont répartis donc sur 2 sites, historiquement dans le Var et puis désormais aussi dans les Bouches-du-Rhône. Et on accompagne en fait l'ensemble des projets d'aménagement dans des secteurs d'activité assez variés, d'infrastructures, voilà, dans l'industrie. Il y a vraiment beaucoup d'exemples et dont évidemment ce qui nous rassemble aujourd'hui, des travaux en milieu rupestre en phase amont, pendant et après chantier. Et voilà, je précise que la partie chantier s'est développée ces dernières années de façon assez conséquente. Donc je vais laisser la parole à mon collègue. Bonjour à tous, donc Aurélien Grimaud. Je suis chef de projet à l'agence du Canet des Morts et aussi expert fauniste. Donc j'interviens dans toute la région PACA et j'ai aussi quelques projets voilà, de suivi de chantier en falaise. Donc voilà, c'est très intéressant de pouvoir participer à ce webinaire et d'échanger avec tous. Merci Aurélien. Du coup, Caroline Gougnot de Garelli. Oui, bonjour, donc Caroline Bougnot, je suis la chargée environnement de l'entreprise Garelli au sein du service QSE, qualité, sécurité, environnement. C'est une entreprise de travaux publics spécialisée dans tout ce qui est travaux sur corde, donc en falaise, travaux spéciaux, démolition, terrassement, travaux maritimes. On intervient donc dans les Alpes-Maritimes, mais également partout en France, surtout du génie civil, et également en Corse. Merci Caroline. Et du coup, donc j'audite avec Damien Port et Grégory Méli. Bonjour, je suis Damien Port, responsable région Sud-Est de Géolith. Géolith est un bureau d'ingénieurs conseil en géotechnique risque naturel, donc avec notamment dans son activité une part importante de maîtrise d'œuvre et historiquement, depuis 30 ans maintenant, une forte connotation falaise, spécialité dans tout ce qui concerne la mise en sécurité contre les éboulements rocheux. Et bonjour, donc Grégory Mesli. Donc je suis responsable du pôle risque naturel gravitaire au sein de l'agence Méditerranée. Et donc j'interviens depuis, on va dire, une quinzaine d'années sur plusieurs
projet de sécurisation de falaise, où justement la problématique de la biodiversité est à prendre en compte. Voilà. Merci à tous. Du coup, je vais vous laisser la parole pour la présentation. Alors, un mot rapide sur le sommaire. On vous propose 3 parties principales qui suivront une logique chronologique, hein, je dirais. D'abord, un petit préambule pour présenter les différents acteurs qu'on retrouve sur l'ensemble des opérations, et y compris notamment sur les opérations de sécurisation de falaise. Et puis ensuite, donc, nos 3 principales parties, hein, sur la durée de vie, je dirais, d'une opération au sens large et d'un chantier en particulier. La partie avant chantier, on commencera par faire un petit point. Biotope pourra vous parler un petit peu du contexte réglementaire, un petit peu de la principale réglementation en vigueur. On parlera évidemment de la spécificité des travaux en falaise, hein, puisque c'est intervenir en falaise, ça veut dire des conditions très particulières. Et puis, on développera un petit peu aussi rapidement le cas particulier des travaux d'urgence, qui est quelque chose d'important auquel nous sommes confrontés. Ensuite, chapitre suivant, pendant la durée du chantier, on essaiera de passer un petit peu en revue les principales mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement sous la forme de REX chantier, hein, des retours d'expérience, de ce qui marche de préférence. Et puis, si on a des idées à vous présenter de ce qu'on a constaté qui marche moins bien, on pourra en parler aussi. Et puis à la fin, la partie après-chantier, à ne pas négliger, donc le suivi, notamment post-travaux, ayant pour but de s'assurer que les mesures qui ont été mises en place en phase chantier ont porté leurs fruits par rapport à la préservation du milieu. Et ben voilà, c'est parti, on commence. Alors, dans le cadre des travaux de mise en sécurisation de falaises, où les enjeux environnementaux importants sont à prendre en considération, et on peut catégoriser on va dire les acteurs en 5 types. Donc, il y a les donneurs d'ordre, donc la maîtrise d'ouvrage qui est généralement en public, mais qui peut être aussi privée, qui vont missionner donc différentes sociétés tout au long de la durée de vie du projet pour mener à bien la sécurisation du site qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Le deuxième type d'acteurs, donc c'est les maîtres d'œuvre, donc qui sont généralement des entreprises, des bureaux d'études en géologie, géotechnique, avec une composante risque naturel gravitaire euh, qui leur permettent en fait d'investiguer donc les falaises en technique alpine. Le troisième type d'acteurs sont les bureaux d'études spécialisés en faune flore, qui interviennent pour diagnostiquer les falaises d'un point de vue environnemental, pour définir vraiment les enjeux, les niveaux de vulnérabilité sur les différents aspects de la faune et de la flore, avec eux aussi donc une composante cordiste pour pouvoir se déplacer en sécurité en falaise. Le quatrième type d'acteurs sont effectivement les entreprises de travaux spéciaux qui interviennent, on va dire, plutôt en phase d'exécution du chantier, qui ont aussi donc cette spécificité de travailler donc en technique acrobatique. Et le dernier opérateur qui est important en fait à souligner sont les différents services de l'État, donc comme l'ADREAL, qui vont être en charge donc d'instruire donc des dossiers de demande de dérogation ou porter des demandes d'autorisation à réaliser des travaux qui se situent donc dans des milieux où des réglementations environnementales sont à suivre. Donc, je vais laisser parler maintenant Biotop sur justement la réglementation environnementale à prendre en compte dans les travaux en falaise. Donc, comme on l'a dit, là, les travaux de falaise, ils peuvent être motivés par plusieurs enjeux, plusieurs raisons, bah, notamment donc, la sécurisation programmée de ces falaises, qui vise à anticiper tous les risques d'éboulement,
et qui vise à garantir toute la sécurité des infrastructures, des routes et des usagers. Donc ça peut être le cas d'ancrage, de confortement, de filets plaqués contre les fronts rocheux ou bien encore des écrans par bloc que l'on voit souvent là au bas de fronts rocheux ou de falaises. Et on a également les travaux d'urgence comme le nom l'indique, qui sont réalisés à la suite d'événements qui étaient imprévus, comme des chutes de blocs de pierre sur des routes à la suite d'intempéries. Et donc, finalement, la prise en compte de la biodiversité dans le cadre de ces travaux, elle est assez récente, mais elle devient tout de même incontournable. Et du coup, c'est comme là, on vient de le mettre, là, l'anticipation est le maître mot. Donc, il est assez essentiel que tous les maîtres d'ouvrage puissent anticiper dès la phase de conception du projet, si c'est possible, d'intégrer voilà, ces comportements biologiques dans le projet. Et afin d'éviter tout blocage réglementaire, comme des arrêts de chantier à la suite de découvertes d'espèces protégées, par exemple. Et voilà, donc c'est important que toute cette réflexion soit faite en amont pour permettre de limiter au mieux les impacts des travaux sur les différents compartiments biologiques. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va rapidement passer là sur la réglementation environnementale, même si je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais finalement, le contexte réglementaire autour des falaises, il peut être assez flou et assez compliqué à appréhender. Finalement, les travaux de falaise, ils ne s'intègrent pas dans la nomenclature IOTA. Donc, c'est tout ce qui est installation, ouvrage, travaux et activités qui ont une incidence sur les milieux aquatiques et l'eau. Ni même dans la nomenclature ICPE, donc c'est tout ce qui est installation classée pour la protection de l'environnement. En gros, c'est toutes les exploitations qui sont agricoles ou industrielles et qui peuvent induire des nuisances sur la sécurité ou la santé des personnes. Euh, et finalement, les travaux de falaise ne sont pas forcément soumis à étude d'impact, même si ils peuvent l'être dans certains cas, comme par exemple s'ils affectent en fait un site classé. Dans ce cas-là, c'est le volet paysager de l'étude d'impact qui va primer et qui va engendrer la réalisation de toute l'étude d'impact. Il peut y avoir étude d'impact si ces travaux-là sont de grande envergure et s'ils s'établissent sur de grandes surfaces, avec pour sûr de nombreuses espèces protégées qui sont présentes dans les emprises et donc qui peut conduire à un dossier de dérogation espèces protégées. Et enfin, il peut y avoir étude d'impact et notamment étude d'incidence Natura 2000 si les travaux se déroulent dans une zone spéciale de conservation ou une zone de protection spéciale. Donc là, ces deux zonages-là font partie donc du grand réseau Natura 2000, donc à l'échelle européenne. Euh, et comme je disais, c'est important que les MOA, que les maîtres d'ouvrage puissent anticiper. Et ce qu'on remarque en fait depuis ces dernières années, c'est qu'il y a une démarche davantage volontaire de la part des maîtres d'ouvrage et qui font donc appel à des bureaux d'études spécialisés en écologie, comme Biotop ou tout plein d'autres confrères, et pour intégrer au mieux et en amont la biodiversité dans leurs projets. Donc, comme le disait Damien en présentant le sommaire, les falaises sont des habitats donc rupestres qui sont souvent très sensibles et qui abritent tout un tas d'habitats sensibles, d'espèces protégées et ou patrimoniales. À l'image, là, par exemple, du Grand-Duc d'Europe, pardon. Donc, un oiseau qui est bien réparti en France et qui donc va exploiter certaines falaises pour se reproduire, pour, euh, pour chanter. Donc, ce sont des postes de chant sur les fronts rocheux. Euh, ou bien alors le Phéodactyle d'Europe,
Donc c'est un tout petit gecko qui a une répartition qui est très morcelée dans le sud de la France et qui va donc exploiter toutes les anfractuosités ou les fissures voilà, de certaines falaises pour réaliser tout son cycle de vie. Euh, donc souvent, il peut y avoir plusieurs cas de figure. À minima, c'est bien que l'AMOA fasse appel à à un bureau d'études en écologie pour qu'il y ait au moins un pré-diagnostic écologique qui soit réalisé par un duo d'écologues, botanistes et faunistes, donc qui interviennent sur site. Euh, Au mieux, ce sont des cordistes, et qui vont donc permettre de cibler un peu les enjeux écologiques du site. Euh, Parfois, quand les projets sont de plus grande envergure, euh, il est plutôt conseillé de réaliser un inventaire 4 saisons, donc sur un cycle biologique complet, sur la faune et la flore. Et cela nécessite des protocoles assez particuliers, avec des périodes de passage bien précises selon les compartiments biologiques ciblés. Donc ça peut être période de reproduction des oiseaux, période de floraison de certaines espèces végétales. Euh, Ça peut être des passages de jour, ça peut être des passages de nuit, bon, peut-être pas sur une falaise, mais au moins en bas d'une falaise. Donc voilà, c'est assez particulier. Et peut-être que Damien, tu voulais préciser quelque chose sur la responsabilité des maîtres d'œuvre. Oui, 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 merci Aurélien. C'est vrai que de ce point de vue-là, tu l'as dit tout à l'heure, l'anticipation est le maître mot. C'était écrit, tu l'as commenté. Mais c'est vrai. Et bureau d'études de conception, maître d'œuvre, on se rend compte depuis maintenant quelques années de la responsabilité que nous portons par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au démarrage d'une opération de sécurisation de falaise, au démarrage, on a un maître d'ouvrage qui s'adresse à un prestataire pour établir la conception, pour définir les modalités de cette sécurisation de falaise. Mais au démarrage de l'opération, il y a le maître d'œuvre et le concepteur. Et à ce stade-là, au stade de l'étude, si le concepteur, nous sommes, n'intègre pas de suite l'aspect écologique, l'aspect protection du milieu, l'aspect réglementaire, je dirais pour mettre l'accent, pour alerter le maître d'œuvre sur la nécessité de missionner un BE écologue, de mettre en place, de réaliser les inventaires et peut-être de mettre en place derrière, in fine, toute une série de, comment dire, de dossiers réglementaires. Si on ne fait pas ça en amont, on peut passer à côté. Et comme tu le disais justement tout à l'heure, si on passe à côté, ça peut avoir de grosses conséquences qui peuvent aller potentiellement jusqu'à un arrêt de chantier en cours d'opération. Donc, oui, une forte responsabilité aujourd'hui portée par les maîtres d'œuvre, par les concepteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Et ça, c'est indispensable qu'on l'intègre nous, même si nous, concepteurs, on est plutôt géologues, géotechniciens, on n'est pas spécialiste de la faune et de la flore, et pour autant, il faut l'intégrer pleinement. Voilà, Mm. j'ai fini. Merci Damien pour la petite précision. Et donc aussi, en plus d'être un milieu très sensible, les falaises, c'est un milieu très contraint, comme le disait aussi Damien. C'est vertical, ça peut être très haut, ça peut être difficile d'accès. Donc c'est pour ça qu'il faut davantage améliorer voilà, ce travail collaboratif entre le maître d'œuvre, le concepteur et le bureau d'études naturalistes, et qui ensemble peuvent réfléchir à des solutions réalistes sur le terrain. Donc des mesures d'évitement, des mesures de réduction, comme l'adaptation voilà, des travaux au calendrier biologique des espèces. Donc, là, justement, concernant la spécificité des travaux en falaise, et notamment lors du montage des dossiers de consultation d'entreprise et des analyses des offres des différents candidats qui vont répondre à un appel d'offres donné, il est important en fait de prévoir
dans ces pièces de consultation, donc des documents contractuels, donc c'est-à-dire des cahiers des charges environnementaux dans les DCE. Donc généralement ces cahiers des charges, on les appelle donc soit une NRE, une notice de respect de l'environnement, ou PGPE, plan de gestion de la protection de l'environnement. C'est un document qui est contractuel, qui va vraiment définir toutes les mesures que devront suivre donc, l'entreprise ou le groupement d'entreprises titulaire des travaux, afin de réduire au maximum en fait, les impacts sur la biodiversité du site. Dans le cadre de l'analyse des offres, donc, il est maintenant assez souvent demandé aux candidats de produire ce qu'on appelle un SOPRE, un schéma organisationnel du plan de respect de l'environnement, qui est en fait un document qui va permettre de définir les engagements des différents candidats vis-à-vis de la prise en compte de la biodiversité, de l'environnement. Ça va permettre de définir un peu tout le système de management environnemental qui va être mis en œuvre par le candidat, qui va permettre de définir la personne référente, donc le responsable environnement du candidat qui va suivre toute la bonne application de ces mesures au long du chantier. Et ce document-là va permettre donc de juger en fait de la pertinence des différentes offres. Après, en phase, une fois que l'entreprise a été notifiée, en phase de préparation de chantier, il y a d'autres types de documents comme le PRE, donc des plans de respect de l'environnement, qui est en fait une continuité un peu du SOPRE, mais qui va rentrer un peu plus dans le détail sur les différentes mesures les procédures qui vont être appliquées par l'entreprise pour réduire au maximum ses impacts sur l'environnement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que autant il y a plusieurs années de ça en arrière, la valeur environnementale était sous-évaluée, mais de plus en plus souvent, ce qu'on s'aperçoit dans les appels d'offres, le travaux de mise en sécurisation de falaise, c'est que ce critère-là est de plus en plus important dans les appels d'offres. Donc, on a vu donc, généralement sur une pondération de 100%, ce sous-critère-là passe de 10 voire 15%. Ça, c'est des valeurs, on va dire, usuelles. Et de temps en temps, on a pu voir, nous, en tant que maître d'œuvre, des pondérations jusqu'à 20%. Donc, ce critère valeur environnementale devient de plus en plus important dans le poids de la réponse. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart du temps, il reste encore assez souvent négligé par les candidats, et alors que justement, c'est quelque chose auquel il faut s'attacher à essayer de définir de la meilleure façon possible pour essayer justement d'avoir un chantier. Voilà. Donc, je vais laisser Damien parler maintenant des cas particuliers des travaux d'urgence. Merci. Oui, avant de passer un peu dans le concret du chantier, des mesures qu'on peut mettre en place en phase chantier, on voulait juste un petit peu s'attarder sur ce cas particulier des travaux d'urgence, parce que qui dit travaux de sécurisation de falaise dit gestion des risques naturels, donc dit éboulement rocheux. Et du coup, les situations d'urgence, que ce soit pour les bureaux d'études ou pour les entreprises, dans le domaine des falaises, des risques naturels, éboulements rocheux, ce ne sont pas des situations fréquentes et qui sont très spécifiques, très contraintes, parce que par définition, les situations d'urgence, ça veut dire qu'on a un délai d'intervention très court. Le problème dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire arriver à concilier une mise en sécurité avec une protection du milieu, cette contrainte de délai très court, cette contrainte d'urgence est susceptible de poser problème. On imagine forcément que lorsqu'on doit intervenir pour diagnostiquer un éboulement rocheux en quelques heures, ou derrière pouvoir faire des travaux dans quelques heures également ou quelques jours,
la mise en place d'une démarche environnementale complète telle que le prévoient les textes réglementaires, comme l'a évoqué tout à l'heure Aurélien, hein, qui passent par des inventaires, parfois des inventaires sur plusieurs saisons ou autres. Dans le cadre d'une opération d'urgence, bien évidemment, c'est difficilement compatible. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet en lien avec les délais très courts d'intervention dans le cadre d'une urgence, c'est que quand on parle de quelques heures pour pouvoir intervenir et sécuriser, je ne sais pas, notamment une route, une voie ferrée, que sais-je, pas toujours compatible non plus avec l'obtention d'un arrêté. Un arrêté de péril, un arrêté de police du maire. Ce qui génère un petit peu une situation difficile et force est de constater que les différents acteurs aujourd'hui de ce sujet-là, hein, de la protection de falaises, en termes de responsabilité, sont un petit peu dans le flou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas une jurisprudence particulière. Et aujourd'hui, la responsabilité, c'est de dire, on a deux responsabilités lorsqu'on intervient. On a la responsabilité de mettre en sécurité des enjeux, des biens et des personnes. Mais on a aussi la responsabilité, c'est réglementaire, de ne pas porter atteinte au milieu ou de limiter le fait de porter atteinte à ce milieu. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, la difficulté principale, c'est que dans le cas d'une urgence, ce n'est pas toujours évident de concilier les deux. Donc aujourd'hui, potentiellement, l'ensemble des acteurs, quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est les entreprises, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage aussi, les donneurs d'ordre, sont susceptibles de porter une responsabilité non négligeable sur ces situations-là. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas de réponse. C'est un petit peu justement le sujet, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui une sorte de flou juridique par rapport à ces situations d'urgence, pas forcément couvertes par un arrêté de péril ou autre. Ce qui nous fait dire, Margot, par exemple, ça peut être un bon sujet de réflexion. Il pourrait être intéressant de réfléchir, alors peut-être quelque chose porté par Irisc, pourquoi pas, hein, mais de réfléchir à monter un groupe de travail avec les différents acteurs de la filière, mais qui intègre aussi, quand je dis acteurs, les maîtres d'ouvrage et puis bien sûr les services de l'État, les services institutionnels, de réfléchir sur ce sujet un peu de comment gérer et comment porter la responsabilité partagée dans ces situations d'urgence pour arriver à concilier la mise en protection du milieu et la mise en protection des enjeux par rapport aux risques naturels. Donc aujourd'hui, c'est un cas un peu compliqué à gérer. C'est une réalité pour nous, acteurs qui sommes confrontés à ces situations d'urgence au quotidien. Après, voilà, au-delà de ce travail qui reste à réaliser, ces situations d'urgence n'empêchent pas, et au contraire même, j'ai envie de dire, obligent à mettre en place des règles d'usage par rapport à la protection du milieu. On en a listé quelques-unes sur la slide suivante. Il y a des bonnes pratiques en fait, à mettre en œuvre dans ces situations d'urgence. Greg, tu veux un peu les... Oui, donc effectivement, à défaut d'avoir un cadre réglementaire qui est bien défini, il y a évidemment donc, des mesures peut-être de bon sens pour justement, en phase de travaux d'urgence, essayer de limiter justement l'impact que peut avoir la réalisation de ces travaux. Donc, peut-être le premier réflexe, c'est de faire appel justement en urgence à un bureau d'études environnementales pour assurer un encadrement du chantier en phase d'urgence. La seconde bonne pratique, c'est ne pas perdre de vue qu'il est important de communiquer avec les services instructeurs dès le lancement en fait, de l'alerte de l'urgence. Alors, donc c'est vrai qu'avec cette notion de délai, c'est peut-être pas évident, mais c'est quelque chose sur lequel il faut tendre, justement, parce que les services instructeurs peuvent nous aider justement sur les bonnes pratiques à observer sur un site en particulier.
Euh, il faut aussi voilà, penser à mettre en place des mesures génériques et conservatrices qui permettent déjà de limiter les impacts sur les différents enjeux potentiels sur la zone de travaux. Et enfin, une fois que les travaux d'urgence ont été finalisés, a posteriori, c'est régulariser en fait l'obligation en fait du maître d'ouvrage en établissant un dossier de dérogation éventuelle sur la fin de flore qui aurait pu être impactée durant ces travaux. Voilà. En fait, je vais laisser parler maintenant Biotope sur les préconisations justement pour réduire en fait les impacts dans le cadre des travaux en falaise. Donc, pour réduire justement enfin éviter ou réduire tous ces impacts sur les falaises, il y a plusieurs préconisations qui sont assez génériques finalement et qui reviennent souvent. Et donc, on va vous en faire part quelques-unes avec quelques retours d'expérience notamment. Euh, donc, bien sûr, la mesure phare, c'est le suivi de chantier, donc par l'écologue. On l'a pas inscrit là sur le diapo, mais je l'ai rajouté. Et c'est bien que l'écologue, voilà, intervienne du début à la fin et qui vérifie au mieux le bon respect des mesures en vigueur. C'est important aussi que voilà, le coordonnateur environnement du maître d'ouvrage et le chargé environnement de l'entreprise puissent bien communiquer entre eux. Euh, Tout comme la sensibilisation du personnel, donc des entreprises travaux, à l'ensemble des enjeux présents dans les emprises. Ça peut être sous forme de plaquettes très visuelles, fun floor, de quart d'heure environnement, de petites formations directement sur le chantier. La délimitation stricte du chantier est aussi très importante et elle comprend donc non seulement les emprises même, mais aussi la base vie, les zones de stockage du matériel, les zones de stationnement, les zones de réapprovisionnement des véhicules de chantier en carburant et bien sûr les zones sensibles écologiquement, que ce soit des petits bosquets, des zones de nidification d'oiseaux, etc. Euh, la, la réflexion sur le calendrier des travaux est aussi très importante. Souvent, elle permet de réduire l'impact sur des compartiments biologiques, sur beaucoup de compartiments biologiques. Donc, par exemple, ça peut être la réalisation de travaux complètement en dehors des période de reproduction de la faune, la plupart de la faune entre mars et août. Donc, ça veut dire que voilà, ces périodes-là, elles seront totalement déconseillées pour la réalisation des travaux. C'était un exemple. La communication aussi est très importante, qu'elle soit montante ou descendante, entre voilà, les chefs de chantier, les hommes de terrain, enfin les hommes de chantier, les services instructeurs, et bien sûr le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les collègues de chantier. Euh, Ça permet voilà, d'éviter tout quiproquo et toute erreur qui peut être fatale sur un compartiment biologique. Et enfin, il y a d'autres mesures aussi qu'on retrouve sur la plupart des chantiers, hein, bien sûr, tout ce concerne la lutte contre les pollutions, contre les poussières, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, etc. Je laisse Garelli. Oui. Donc, du coup, ce qui est très important, c'est avant le commencement des travaux. Donc, déjà, dans un premier temps, on va réaliser un document afin de reprendre l'analyse des sites et la prise en compte des enjeux de conservation. Donc, c'est soit réalisé donc par le chargé environnement, soit réalisé par les bureaux d'études naturalistes. Mais en règle générale, c'est l'entreprise qui réalise ce document, qui est donc à travers le plan de respect de l'environnement ou le plan d'assurance environnement. On reprend à l'intérieur donc toutes les contraintes environnementales, soit à l'aide d'une étude d'impact, quand il y a une étude d'impact, ou des dossiers remis à l'appel d'offres, comme les notices de respect environnement. À l'intérieur, on peut retrouver également les diagnostics, les inventaires faune-flore qui sont réalisés. Nous, en tant qu'entreprise, on les reprend
et on essaie vraiment de travailler dessus. Ça, c'est dans un premier temps, c'est lors de la phase de préparation de chantier. Une fois avant le début des travaux, on essaie de se donner rendez-vous sur site avec soit le bureau d'études naturalistes qui a été missionné par le maître de l'ouvrage, quand il y en a un. Quand il n'y en a pas, on prend en règle générale notre bureau d'études interne avec qui on travaille assez souvent pour se rendre sur site et faire un repérage. Donc un repérage appuyé soit avec l'inventaire réalisé. Si on n'a pas, c'est un repérage à un instant T, on va dire, des espèces potentiellement présentes dans la zone d'étude. Lors du repérage, on va faire des mises en défense, mais ça, on en parlera après. Donc, on repère. Une fois que c'est repéré, on peut établir une plaquette environnement. Donc, avant le début des travaux, on va sensibiliser tout le personnel grâce à cette plaquette sur notamment la présentation des espèces présentes, faune, flore, des habitats également, et de la potentialité des espèces qui pourraient y avoir. On les sensibilise également sur toutes les contraintes environnementales du site. On leur présente les différents interlocuteurs. Donc, quand il y a un coordinateur environnement, le chargé environnement, également les bureaux d'études naturalistes. Et surtout, on va leur présenter les procédures environnementales. Donc, notamment le balisage des espèces et les mesures de prévention. Voilà. Je laisse de nouveau la parole à Biotope sur également la mise en défense des espèces. Donc, ouais, voilà, une mesure qu'on a souvent. On est souvent confronté à ces mesures-là. Et surtout que la flore rupicole, elle est assez variée et diversifiée. Il y a quand même pas mal d'espèces protégées ou patrimoniales. Euh, donc souvent, on va procéder à des balisages de cette flore qui peut être plus ou moins pérenne. Donc ça peut être, comme on voit sur l'image de gauche, des petites cages en ferraille qui sont plutôt bien robustes et résistantes dans le temps et qui sont adaptées à ce type de milieu. On a aussi du balisage là sur les deux images de droite, moins pérenne, hein, dans la rubalise avec des piquets. Ça peut être aussi voilà, des chaînettes rouges et blanches de chantier, ça peut être du filet orange. L'essentiel, voilà, c'est de limiter au maximum tout ce qui est piétinement, tout ce qui est circulation des engins sur les foyers d'espèces protégées et patrimoniales, végétales. Donc pendant le chantier, les colloques de chantier, son but, ça va être de vérifier si le bon état voilà, de ces stations-là, balisées, de faire des comptages réguliers, voilà, s'assurer que les effectifs sont toujours les mêmes, ou s'ils ont grossi, et tant mieux. Et un peu au même titre qu'une translocation pour la faune, donc c'est-à-dire déplacer certains individus d'une zone impactée à une zone de report complètement vierge de travaux, comme par exemple l'escargot de Nice, qui est une espèce protégée euh, en France. On a la transplantation des individus d'espèces végétales. Voilà, donc c'est le cas. Il y a quelques retours d'expérience sur la nivelle de Nice, par exemple, qui est aussi une espèce protégée. Et voilà, donc c'est très intéressant. Je laisse la parole à Caroline pour la suite de cette mesure. Oui. Donc, à la suite du diagnostic faune-flore et du repérage sur site, donc je reviens un petit peu sur ce que tu as dit, Aurélien. On réalise donc soit côté entreprise, soit à l'aide des écologues, hein, un balisage, une mise en défense des espèces. Donc, au niveau de la flore, c'est vrai qu'on va utiliser un balisage type grillage avertisseur orange en règle générale. Petit retour d'expérience, faut pas qu'il y ait une longue durée sur le chantier car ça a tendance à se désagréger, hein, donc c'est pas forcément une très bonne solution, mais pour des opérations ponctuelles, c'est assez bien parce que c'est très visuel et le personnel, on est sûr qu'il ne rentre pas dans ces espaces. Mais surtout, on a mis en place pour les chantiers en falaise des cages métalliques qui étaient directement splittées dans la roche. Donc ça, on l'a surtout fait pour la nivelle de Nice. Donc l'objectif était d'éviter le piétinement en falaise des espèces ou bien le frottement des cordes directement sur l'espèce ou de tout ce qui est matériaux ou matériel.
Donc, ce sont des mesures efficaces. On peut le voir d'ailleurs sur la photo où on a le filet, hein, donc on a la cage métallique qui est dessous avec la niveole dessous, hein, qui n'est absolument pas qui n'est endommagée. On utilise également de la rubalise végétale, hein, en cas de désagrège. Enfin, si ça se désagrège, ça ne pollue pas, on va dire. Mais voilà, donc la mise en défend est réalisée vraiment au démarrage du chantier et ce qui nous permet vraiment d'éviter d'endommager l'espèce. On peut parler sur la diapo suivante également donc du cheminement. Donc le cheminement piéton est mis en place en règle générale lorsqu'on a la présence d'espèces protégées en nombre. Donc nous, on préfère que notre personnel utilise toujours le même cheminement pour éviter de faire peut-être un repérage beaucoup plus étendu des espèces protégées et de se limiter vraiment à notre zone travaux. Donc, c'est vrai qu'on fait un petit retour, ça va raviner, on va dire, un chemin, mais il est peut-être préférable voilà, de passer toujours au même endroit que de venir endommager des espèces qui ne seraient peut-être pas repérées. Voilà. Ça, c'est ce qu'on met en règle générale dans tous les chantiers falaises, c'est mis en place, sauf si vraiment il n'y a aucun enjeu écologique repéré. Je laisse la parole donc à Biotop sur le retour d'expérience par rapport aux chiroptères, Aurélien. Donc les chiroptères, c'est le nom un peu scientifique des chauves-souris, qu'on appelle communément du coup. Et donc il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris qui sont rupicoles, donc qui vont vraiment, qui vont réaliser tout ou une partie de leur cycle de vie dans les falaises. Et donc ils vont utiliser les moindres cavités, infractuosités pour des gîtes de reproduction, des gîtes d'hivernage, des gîtes de repos. Et finalement, il y a beaucoup de chantiers qui sont confrontés là à ces bêtes, à ces animaux-là. Euh, Comme par exemple la mise en place de filets plaqués donc sur les falaises. Et étant donné que toutes les chauves-souris sont protégées en France et que beaucoup d'entre elles sont menacées d'extinction, il est bien de mettre en place des mesures en leur faveur et qui sont assez particulières. Euh, donc avant chantier, il y a des inventaires qui sont réalisés par des chiroptérologues, donc ce sont les experts qui ciblent les chauves-souris et donc qui vont sur corde réaliser des inventaires à la recherche d'habitats qui sont utilisés, donc c'est-à-dire des habitats avérés, par exemple par la présence de crottes, donc les guano on appelle ça, etc. Mais ça peut être aussi des habitats qui sont potentiels. Donc on n'a pas vu la bête, mais l'habitat est complètement favorable à sa présence. Donc tout ça à l'aide de lampes, de caméras endoscopiques, de caméras thermiques. Et, euh, et on va dire ça c'est un peu du luxe, mais en complément de ces recherches-là, il y a aussi on peut également faire des prises d'images par drone. Donc là c'est pour avoir une image vraiment dézoomée de la falaise afin d'observer voilà, toutes les cavités et toutes les anfractuosités et qui sont voilà, utilisables ou utilisées par les chauves-souris. Donc c'est un bon moyen de faire apparaître ça visuellement. Ensuite, en phase préparatoire du chantier, donc vraiment peu avant le chantier, il peut y avoir une perturbation temporaire intentionnelle des habitats utilisables. Euh, Souvent, on appelle ça défavorabilisation, grossièrement. En fait, on bouche les cavités à l'aide de matériaux qui sont normalement biodégradables, mais qui vont quand même tenir euh, dans le temps, donc au cours des travaux. Et donc ça va permettre d'obstruer ces cavités pour éviter que les chauves-souris s'y réfugient et donc soient blessées ou détruites pendant les travaux. Il y a aussi des systèmes anti-retour qui existent, donc c'est un peu comme des chaussettes qui permettent qu'on met en fait dans les failles et qui permettent en fait aux chauves-souris de sortir, mais de ne plus y rentrer pour la même raison, pour éviter qu'elles soient détruites ou blessées pendant les travaux. Et donc tout ça, ces mesures-là, là, de rendre voilà, inutilisable l'habitat, c'est sous couvert bien sûr d'un dossier de dérogation hein, qui aurait été fait au préalable. On ne peut pas faire ça comme ça parce que voilà, les habitats de chauves-souris, au même titre que les individus, sont protégés. Euh, Puis, lorsque les travaux, voilà, donc les travaux se déroulent,
Et lorsque voilà, ces travaux d'ancrage ou alors de déroulage de filets sont terminés, on peut déboucher les gîtes pour les rendre de nouveau fonctionnels pour les chiroptères. Et donc il y a de bons retours d'expérience qui sont plutôt positifs. Voilà, si c'est bien réalisé, bien suivi, voilà, que ces actions elles permettent bien de sauver les chiroptères. Il y a aussi moyen de détruire de manière anticipée les habitats et pour les rendre complètement inutilisables à vie. C'est souvent le cas des purges dans les falaises, des déroquetages. Voilà, donc ça peut arriver aussi. Voilà, c'est très bien encadré aussi. C'est pour éviter que toutes les chauves-souris soient détruites au moment du déroquetage et que, voilà, que le chantier puisse se dérouler ensuite convenablement sans détruire d'individus. Voilà. Un petit retour d'expérience sur le repérage des espèces. Donc là, c'est plutôt pour tout ce qui est spéléomante. Et on en retrouve assez souvent en falaise aussi, donc plutôt humide, un peu comme le philodactyle. Là, en l'occurrence, c'était un chantier de sécurisation d'une conduite EDF avec des chemins de câbles de chaque côté et donc du spéléomante qui était donc repéré sur place. Donc avant le commencement des travaux, on avait un bureau d'études donc naturaliste qui était présent et qui était missionné afin de faire un sauvetage de l'espèce. Donc c'est un sauvetage réalisé donc par des personnes agréées, parce que je crois que il faut être agréé donc pour déplacer les espèces dans tous les cas. Là à l'époque c'était l'ONF et ils avaient qu'une personne qui était agréée, qui était Monsieur Culeza. Donc du coup, avant le démarrage des travaux, on a réalisé un repérage. Donc entreprise et le bureau d'études, on était ensemble. On a donc relevé tous les capots du chemin de câble afin de prélever le spérapès. Là pour le coup, il n'y en avait aucun. Donc après, est-ce que c'était dans les bonnes conditions, etc. Je ne sais pas, parce que ça remontait déjà un petit moment. Mais on avait pu commencer les travaux, on va dire nous, entreprise, plus sereinement, parce qu'ils étaient intervenus avant. Toujours avec une sensibilisation du personnel, c'est-à-dire qu'en cas de repérage de l'espèce, on arrête les travaux et on appelle le bureau d'études environnementales. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit retour d'expérience sur du moins le repérage et sauvetage d'une espèce. Je laisse la parole à Damien, peut-être pour les limitations du débroussaillage et l'adaptation des ouvrages. Merci. Je fais assez vite parce que je pense qu'on n'est pas en avance, Margot, j'imagine. Juste un petit retour d'expérience là après chantier, au fil des années, sur les notions de limitation de débroussaillage. Donc, ça concerne les travaux en falaise, bien évidemment, mais aussi et notamment, c'est là où on peut vraiment avoir des actions importantes sur les ouvrages en pied de falaise, notamment les écrans de filet. On a sous les yeux quelques exemples de layons assez limités qui sont faits dans la végétation préalablement à la pose d'écrans de filet qui sont amenés par héliportage. Ça, c'est un exemple type. Et sur la diapo suivante, on a quelques exemples de près de ce que ça peut donner. Et aujourd'hui, on sait, alors ça nécessite une préparation importante au préalable, une bonne organisation, maîtrise d'œuvre, entreprise, etc. Mais aujourd'hui, on sait dans certains cas qui s'y prêtent pousser les choses un petit peu à l'extrême, comme dans la photo du milieu, où on arrive à quasiment ne pas du tout couper d'arbres, ou très peu, pour arriver à positionner un écran au sein de la forêt. Ça nécessite de faire juste des coupes ponctuelles pour amener les éléments, notamment les poteaux, par héliportage et ensuite faire glisser, dérouler les nappes de filet sous le couvert végétal. Donc, moyennant une bonne préparation en amont, on sait aujourd'hui limiter très fortement le débroussaillage et le déboisement dans nos chantiers. Voilà. Un retour d'expérience important. Alors, donc, du côté entreprise, toujours pendant les travaux, donc, nous, on essaie d'adapter les ouvrages et les travaux donc, en fonction de ce qu'on trouve également.
Donc là, on a quelques exemples de chantiers où on a entreprise demandé si on pouvait faire des ouvertures dans les grillages. Pourquoi? Parce que soit on a la présence de corniches où on pensait qu'il y avait un habitat potentiel pour la faune. Donc ça, c'est quand on n'a pas forcément de bureau d'études environnement. On leur pose quand même la question avant, à savoir si c'est réalisable. Et on a également on questionne également au niveau côté géotechnique si c'est réalisable en termes de sécurité, hein, de faire ces ouvertures. Là, donc, c'était donc pour en général le faucon. Donc, c'est des ouvertures parce qu'il y avait des corniches. On s'est retrouvé également sur des chantiers où ben, il n'avait pas été repéré de nid et on tombe, ben, les équipes tombent sur un nid en falaise. Donc, du coup, après des arrêts de chantier et des questionnements, on crée des ouvertures pour pouvoir laisser l'habitat intact, hein. Bon, il n'y avait pas de... Là, pour le coup, il était vide, hein, le nid. Donc, on réussit ces ouvertures. On a également mis en place des couvercles en tête des potences parce qu'on se rendait compte que les oiseaux aimaient bien nicher en tête des potences et le tube des potences étant creux, on a voulu le fermer, hein, pour éviter qu'il n'y ait pas d'oiseaux pris au piège. Donc, il y a ça. Mais surtout, un bon retour d'expérience. Sur la photo en bas à gauche, c'est un chantier qui était dans une conduite forcée, avec la présence d'une colonie de spéléomantes en nombre. Je crois qu'il y avait 19 ou 20 individus. Donc là, donc accompagné d'un bureau d'études, il y a un protocole de sauvegarde qui a été mis en place donc au début du chantier, avec la mise en place de planches en bois le long du mur, avec une bâche rajoutée, hein, plaquée contre également ce mur-là, et le personnel devait veiller au maintien de la paroi, enfin pour qu'elle reste humide. Tous les matins ou 2 fois, enfin tous les 2 jours, ils arrosaient à l'aide d'une bouteille. Donc il y avait un suivi qui était réalisé, donc pas par l'entreprise, hein, pour le coup, hein, mais vraiment par le bureau d'études environnement, pour regarder si le protocole était bien suivi. Et la conclusion de cette démarche, hein, comme quoi on peut travailler entreprise et bureau d'études pour la sauvegarde de l'espèce, donc a été avérée. Car il y a un suivi sur 2 ans qui a été réalisé et donc on a maintenu l'espèce et on l'a sauvegardée et je crois même qu'il y avait des juvéniles, et cetera, en plus. Ils se sont développés même pendant la phase de chantier qui avait duré 6 ou 8 mois. Donc, du coup, on peut voir qu'adapter les ouvrages, enfin les travaux et les mesures et les préconisées, ça marche vraiment ensemble. De manière plus générale, sur tous les chantiers maintenant, hein, donc ça existe depuis plus de 10 ans, hein, mais on a des mesures de lutte contre les pollutions donc en falaise, hein, donc on héliporte des groupes enfin des bacs de rétention. Donc à l'époque, c'était des bacs de rétention durs. Maintenant, on a évolué avec des bacs de rétention souples. C'est héliporté pour mettre donc sous tous les compresseurs, les groupes électrogènes, tout ce qui est stockage de polluants quand on n'a pas le choix de le stocker sur des zones, on va dire, non végétalisées. On met également des absorbants autour des jonctions des manches à air, car il y a toujours la graisse qui suinte, et toujours des bacs de rétention sous les graisseurs de ligne. Donc ça, bon, c'est des bonnes pratiques, hein, on va dire, qui sont mises en place. Donc, dernier chapitre, je vais essayer de passer rapidement parce on est un peu en retard. Euh, donc, le suivi de chantier, enfin, le suivi post-chantier, pardon, c'est quelque chose qui est finalement assez. Bah, on n'y pense pas souvent, ça peut être assez négligé par les maîtres d'ouvrage. Euh, D'où la nécessité que le maître d'œuvre et que le bureau d'études naturalistes puissent sensibiliser un peu plus en amont le maître d'ouvrage à la réalisation de ces suivis. D'une part, parce que c'est une obligation qui est souvent réglementaire, si par exemple les mesures de suivi sont inscrites sur un arrêté préfectoral, mais aussi c'est une nécessité écologique finalement, parce qu'en fait on va pouvoir mesurer l'efficacité des mesures de réduction et d'accompagnement que l'on aura mises en amont sur certaines espèces. Donc finalement, voilà, on va pouvoir suivre la recolonisation de la végétation sur les zones qui étaient impactées, comme là on le voit sur l'image de gauche avec la strate un peu buissonnante qui commence à réapparaître au bas de parades actives.
On a aussi le suivi d'espèces exotiques envahissantes, parce qu'on sait que souvent les travaux peuvent voilà, engendrer des nouveaux foyers d'espèces exotiques envahissantes. Donc comme là, on peut le voir là sur les lentes glanduleuses là, au bas d'un ancrage, puis d'un ancrage. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est suivi des effectifs de flore protégée et patrimoniale, de la faune impactée par les travaux. Et l'idée, c'est de comparer voilà, tous ces résultats qu'on a après chantier avec la photographie, on va dire, qu'on aura prise avant chantier. Voilà. Et aussi, quelque chose que je rajoute, c'est que souvent, quand il peut y avoir des changements de prestataires, euh, voilà, au cours d'un chantier, bah, c'est important que voilà, le maître d'ouvrage puisse faire descendre toutes ces données naturalistes et tous ces rapports d'inventaire voilà, au nouveau prestataire environnement et pour éviter voilà, toute erreur, tout oubli. Voilà. Et un cas particulier, c'est que parfois, comme j'en parlais peut-être tout à l'heure, mais du fait de l'étalement de certains travaux sur plusieurs années, plus de 10 ans, voilà, il peut y avoir des évolutions du milieu qui sont conséquentes et des effectifs. Donc c'est parfois demandé par les services instructeurs voilà, de faire des mises à jour des impacts, des mesures et qui peuvent parfois conduire à des mises à jour, des mesures de compensation. Donc ça peut être soit des mesures de compensation qui sont modifiées ou alors des supplémentaires voilà, qui sont mises en place. Il est temps de conclure. Alors, 3 petites phrases de conclusion pour le avant, le pendant et le après-chantier. Avant chantier, très rapidement, on disait tout à l'heure, le maître mot à retenir, c'est l'anticipation. Bien s'informer en amont pour mettre en place les bonnes mesures, les bonnes procédures qui permettront de garantir à coup sûr une bonne réalisation du chantier et une protection optimale du milieu. C'est vraiment l'anticipation qui est le maître mot. Donc pendant le chantier, donc nous allons mettre beaucoup de mesures de protection en place. Les entreprises sont de plus en plus en lien avec les bureaux d'études naturalistes afin de préparer et réaliser ensuite la mise en défense ensemble des espèces. Et surtout, on le fait en présence également des chefs de chantier, comme ça ils sont vraiment impliqués directement sur place. Et surtout, pendant toute la phase chantier, des contrôles sur la bonne application des mesures qui est réalisée tout au long. Et outre le fait que les suivis post-chantier soient réglementairement parlant obligatoires, bah, c'est aussi important pour apporter une réelle réflexion sur l'efficacité des mesures que l'on aura mises en place en amont entre le maître d'œuvre et le bureau d'études naturalistes. Et voilà, donc c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Merci à tous. En effet, on a pris un peu de retard, mais si vous voulez bien rester encore quelques minutes avec nous, on va quand même prendre des questions. Donc, il y en a déjà quelques-unes. N'hésitez pas donc à les mettre sur le QR ou à lever la main. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui levait la main pendant le webinaire, donc on pourra prendre la question. Je vais déjà en prendre quand même quelques-unes qui sont écrites et puis après, on donnera la parole. Donc, il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait des cas de jurisprudence. C'était quand on parlait des travaux d'urgence. Alors, j'ai cru entendre que non, mais enfin, je vous laisse répondre. Ah, pas à notre connaissance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, hein, on ne prétend pas savoir. Mais, et en l'occurrence, si quelqu'un a des cas, des renseignements à nous fournir, tout ça, ce sera le bienvenu, mais à notre connaissance, non. Ok, merci. Alors, j'ai une autre question. Donc, s'il y a de la flore à préserver, mais qu'il faut faire tomber des blocs instables, comment gérer la préservation de la flore? Alors, nous, du côté entreprise, peut-être je peux intervenir parce qu'on a déjà eu le sujet sur de la flore repérée, mais pas forcément de diagnostic. On met en règle générale des mesures de protection. Donc, soit ces petites cages, soit des filets. Voilà. Après, tout dépend également des blocs qu'on doit faire tomber, hein, mais quand c'est petit, c'est largement gérable.
Après, quand c'est plus gros, en règle générale, nous, on demande de faire on appelle les bureaux d'études ou les services instructeurs et on demande souvent de faire des dossiers de dérogation, Et du coup, ça sauf peut s'il y a mener des parfois, arrêtés. et ça peut mener parfois à des mesures de transplantation. Ouais. Ça dépend quelles espèces c'est et s'il y a déjà des retours d'expérience. Souvent, c'est des mesures qui sont plutôt expérimentales et d'accompagnement, mais ça peut permettre parfois de sauver des petites stations d'espèces végétales. Nous, on a eu le cas en Corse avec la biscutella, qui est vraiment une espèce endémique et où chaque bloc instable devait être purgé, on va dire, et il n'y avait rien de fait sur le sujet. Donc, c'est vrai qu'il y a un bureau d'études qui avait travaillé là-dessus pour avoir les autorisations, en fait, de purger, hein, on va dire, et alors éviter le milieu au maximum, hein, mais après, on avait les dérogations quand même en cas de destruction. Voilà. Merci. Donc une autre question, en tant que maître d'ouvrage en dehors des zonages réglementaires site classé Natura 2000, l'inventaire faune-flore doit-il être réalisé systématiquement? Ah, c'est quand vous parlez, Aurélie? Ah, il y a un gros Il y a écho. un écho. Ouais, c'est bon. Donc, ça vient d'Aurélie à l'écho. Ouais, pardon, parce que je voulais prendre la main pour répondre. Donc, comme on l'expliquait, même en dehors de tout zonage, donc qui peut être très pertinent, de passer à minima par quand même un inventaire pré-diagnostic, qui peut se faire de façon ponctuelle. Et on ne sait pas ce que ça peut donner, bien sûr. Ça dépend aussi des accès, si on peut voilà, se rendre sur des parois qui sont parfois complexes, hein. Il y a des paramètres qu'on n'a pas forcément développés dans le webinaire. Il y a voilà, parfois des zones qui sont aussi totalement insécures. Donc, on ne va pas non plus y aller en tant qu'égologue en priorité. Mais oui, on préconisera toujours à minima un pré-diagnostic. Et je me permets de compléter la question, parce que je pense que c'était un petit peu le sens, c'est est-ce que réglementairement, cet inventaire faune-flore, il est théoriquement obligatoire dans le sens où même si on n'est pas dans un site réglementé, est-ce qu'on est censé s'assurer au préalable qu'il n'y ait pas des espèces protégées ou patrimoniales? Je Après, pense que Damien, c'est ça le fond de la question. réglementairement parlant, il est interdit d'endommager une espèce. Donc, qu'on soit dans ou en dehors d'un périmètre réglementé, on est censé s'assurer qu'il n'y ait pas d'espèce. Nous, entreprise, on est vraiment en lien avec un bureau d'études où quand il n'y a rien, on le fait quand même venir au préalable pour s'assurer au moins qu'il n'y ait pas d'espèce végétale. Voilà. Donc la réponse est plutôt oui. Mm. Mm. L'inventaire, normalement, doit plutôt être réalisé C'est systématiquement. fortement conseillé, quoi, pour éviter tout problème par la suite, quoi, et qui peuvent être coûteux en temps, en argent. Ouais. Merci. Je rebondis du coup sur une question de Gabriela Chacon qui dit quid de la sécurité des intervenants qui protègent ou transplantent les plantes protégées alors que des blocs amont sont instables, vu que Aurélia, tu as commencé à en parler. Bonne question. Ah, Caroline, je crois que c'est Effectivement, oui, il y a Ah non. des gros aspects là de prévention, de coactivité aussi avec des phases chantier, mais quand c'est les écologues qui vont en première ligne, clairement, le choix peut être fait de malheureusement pas avoir l'accès partout, hein. Donc, parfois, voilà, on est contraint soit de maximiser des enjeux par rapport à d'autres connaissances, biblio. On peut, comme on l'avait présenté également tout à l'heure, utiliser un drone, mais ça nous permettra pas toujours d'accéder non plus à la connaissance en étant la main sur la paroi. Donc, on est effectivement dans un cas de figure qui reste aujourd'hui complexe là-dessus. Merci. Alors après, j'ai une question de Mickaël Pose et de Gauthier Alaric Dumont qui sont assez longues. Je vous propose de lever la main, comme ça vous pourrez prendre la parole. Et puis entre-temps, je vais donner la parole à Anthony Dubois qui lève la main depuis un moment. Donc Anthony, normalement c'est bon, il n'y a plus qu'à ouvrir le micro de votre côté. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Parfait. Bonjour, donc Anthony Dubois de l'Adréal PACA, donc je suis service instructeur. Je travaille donc notamment sur les dossiers de dérogation espèces protégées et particulièrement dans le département des Alpes-Maritimes. Hop.
Par rapport à ce sujet, alors moi, d'abord, je voulais vous remercier de ce webinaire, hein, parce que c'est vraiment un sujet très, très intéressant et je ne peux qu'être en accord avec tout ce qui s'est dit. Je voulais juste ajouter quelques points complémentaires sur l'anticipation. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important de faire systématiquement passer un écologue pour avoir un pré-diagnostic, puisque effectivement, de manière quasiment systématique sur ces sites-là, et a fortiori dans notre région, il y a des enjeux biodiversité, des enjeux espèces protégées. Donc, c'est toujours important d'avoir ce passage. Et je dirais que l'important, c'est de faire ce passage dès qu'on a connaissance d'un désordre sur la falaise. Donc, sans attendre même la conception du projet, le plus rapidement possible, il faut faire venir un écologue pour avoir un avis. Ça rejoint la question d'urgence, effectivement, parce que là aussi, on est souvent contacté par les maîtres d'ouvrage qui nous expliquent que la situation est urgente, parce qu'effectivement, il y a des risques avérés de chute, mais la notion d'urgence, en fait, il faut qu'elle soit caractérisée, démontrée. Et par exemple, effectivement, quand on a des porteurs de projets qui nous expliquent que la situation est urgente, qu'ils doivent intervenir et qu'ils ne peuvent pas faire d'inventaire réglementaire, alors que précisément les investigations géotechniques ont été menées depuis 2 ou 3 ans, ça arrive. Et là, la question d'urgence est effectivement difficile à démontrer. Bon, pour autant, effectivement, la notion d'urgence, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut caractériser. Et je rappelle qu'effectivement, en ce qui concerne la réglementation espèces protégées, elle ne reconnaît pas la notion d'urgence, c'est-à-dire que normalement, effectivement, avant de porter atteinte à une espèce protégée, vous devez avoir un arrêté préfectoral de dérogation. Alors, évidemment, on fait preuve de discernement et dès lors que d'urgence est caractérisée, eh bien, en tout cas, comment dirais-je, sans avoir d'acte réglementaire, mais en tout cas, on peut effectivement valider des interventions sur la base de certaines mesures d'évitement et de réduction minimale. Donc, la question de l'anticipation est essentielle, comme vous l'avez dit. La question du dialogue avec les services instructeurs est essentielle également. Et je voulais aussi revenir sur le suivi de chantier. Là aussi, c'est quelque chose de très important parce que l'un des enjeux de ces interventions, notamment, c'est de démontrer l'efficacité des mesures qui sont mises en œuvre. Donc, il faut faire des suivis de chantier et il faut communiquer ces retours d'expérience aux services instructeurs, notamment, parce que précisément, c'est sur la base de ces retours d'expérience qu'on pourra évaluer et avérer les efforts, les mesures d'évitement, de réduction qui sont proposées par les maîtres d'ouvrage ou par les maîtres d'œuvre. Voilà, je suis allé assez vite, mais j'en ai fini. Merci pour les compléments. Bon, ça rejoint des choses qui ont été dites. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus, Aurélia, Damien ou Caroline. On souscrit totalement. Bon. Non, c'était pour vous remercier, Monsieur Dubois, de ces compléments. Ok, très bien. Je vais donner la parole à Charlotte Honora qui lève la main aussi. Charlotte, vous pouvez ouvrir le micro. Margot, moi j'ai du coup, Oui. c'est notre directeur Pierre-Paul Bernardi qui levait la main là en fait, mais qui est avec nous. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir concernant ces problématiques d'urgence. Alors, ça ne concerne pas les falaises, mais on est, nous, entreprise Garelli, toujours dans une cause où on est intervenu en urgence pour il y a eu destruction d'espèces suite aux inondations qu'il y a eu en 2016 dans la plaine de la Brague. Et aujourd'hui, on a 2 procédures en cours qui ne sont toujours pas jugées, où nos équipes sont intervenues en urgence sous la dicte d'un maître d'œuvre, et le maître d'ouvrage était là aussi. Et aujourd'hui, nous avons quand même 2 plaintes au tribunal de grâce. On a été entendus et nous n'avons toujours pas le retour. Et Monsieur Dubois, je vous remercie de ça, mais ça vient de l'Adréal du 06 qui nous a donc assigné. C'était ou ça, ou inondation de la ZAC située au niveau de la Frayère,
et on a détruit la console de Bulbeuse. Alors, ce que j'ai dit au procureur, simplement, j'ai dit, si on avait fait un droit de retrait, bon, nos équipes n'étaient pas forcément formées, parce que ça aussi, il faut avoir l'ensemble, et c'est bien que les gens qu'on a dans nos équipes de travaux sur corde sont beaucoup plus formés peut-être que l'ensemble du personnel que l'on a, même si Caroline Goulion couvre la totalité de notre activité. Là, il y avait une urgence parce qu'il y avait un risque d'inondabilité de la zone qui se situait en aval au niveau. Voilà. Donc, les opérations d'urgence, si vous voulez, où la faune et la flore, ça ne concerne pas que les falaises. Et là-dessus, il y a le juge m'a dit qu'est-ce que je fais? J'ai dit ben, si vous nous condamnez pour ça et qu'on aurait fait un droit de retrait, qu'on n'aurait pas nettoyé, on se serait peut-être revu pour peut-être des gens qui sont morts en dessous, noyés. Donc vous voyez que la problématique peut être grave à terme. Et là, il y a quand même un vide sur ces travaux d'intervention d'urgence. Et je pense que le législateur devrait s'emparer de ça pour enlever un peu ben, ce stress que l'on peut avoir. J'ai d'autres exemples, mais je ne vais pas prendre la parole parce que j'en ai plusieurs autres à vous donner. Hein, et dans lequel, ben, à chaque fois, l'entreprise se retrouve un peu coincée, et le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Voilà. Merci. Oui, on voit bien que cette question travaux d'urgence, responsabilité environnementale et risque n'est pas triviale. Merci de ce commentaire. Charlotte Honora, Oui, bonjour. c'est bon? Est-ce Oui, est-ce que vous m'entendez? on vous entend. Oui, super. Donc oui, bureau d'études Naturalia. Je voulais juste revenir peut-être sur enfin insister un peu sur l'évitement conception aussi qu'il peut y avoir, et notamment le fait qu'avec le bureau d'études géotechniques, il peut y avoir des échanges assez importants pour modifier le parti d'aménagement aussi prévu à la base. Tout à l'heure, il y avait des photos notamment du rocher de Roquebrune, où il y avait eu une concertation assez importante pour déplacer des écrans par bloc qui étaient prévus sur des espaces qui étaient avec des enjeux faune-flore très importants. Et le fait qu'on décale ces écrans par bloc, mais vraiment de plusieurs dizaines de mètres, qu'on les mette bien beaucoup plus proches de la falaise, ça a permis d'éviter pas mal d'enjeux. Donc voilà, l'importance de cette phase d'évitement conception. Mm. Très bien. Merci pour le témoignage. Je vais passer la parole à Michael Pause, du coup, par rapport à votre question. Vous pouvez ouvrir le micro. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Vous m'entendez? Ça fonctionne très bien. Ok, très bien. Ben, bonjour, merci à tous. Hein, merci pour cette présentation qui est très, très instructive pour nous. Alors, sur la chute de blocs, nous, on est particulièrement concernés dans le Grand Est de la France. Et malheureusement, voilà, on est une zone hein, on doit traiter en fait ce risque de manière un peu nouvelle. Certains s'attarderaient même à dire que nous n'avons pas de vraies montagnes dans cette partie de la France, mais il s'avère que sur le terrain, voilà, on a des problématiques à gérer. Alors, dans le chat, oui, donc j'avais posé la question. Nous, on a un PPR chute de bloc donc, qui a été prescrit il y a déjà quelques années. Et à l'époque, en fait, donc, nous avons, dans les règles de l'art, saisi l'autorité environnementale de l'État, donc la DREAL. Et donc, le projet a été soumis à évaluation environnementale. Et ce qui nous pose un peu problème, c'est l'amalgame qui est fait entre le plan de prévention des risques, euh, qui a une portée après de devenir une servitude d'utilité publique et donc de maîtriser l'urbanisation, de protéger les biens et les personnes, et des travaux par la suite, éventuellement de sécurisation, etc., donc des parades définitives qui pourraient être mises en œuvre. Le programme en tant que tel, lui, le plan de prévention, lui, ne fait pas de travaux. Et en fait, on a ce problème-là actuellement où on est un peu bloqué parce qu'on a été soumis à évaluation environnementale. Donc du coup, on a, on a, on a pris un bureau d'études du coup pour faire cette étude. Euh, la question est de savoir comment sortir de ce blocage où, voilà, alors c'est forcément utile pour la suite de faire une telle étude, comme ça a été rappelé précédemment, qu'il fallait anticiper en fait avant même d'être en phase projet.
Mais nous, en tant que service de l'État, voilà, on fait un plan de prévention et on est un peu bloqué. Donc, on se demande si jamais aujourd'hui on devrait ressaisir l'autorité environnementale, est-ce qu'on serait soumis ou pas à nouveau à étude. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans l'audience serait capable de nous répondre ou a des exemples similaires sur leur propre territoire. Pas d'exemple similaire en ce qui nous concerne. Je ne sais pas si côté biotope, par rapport à l'évaluation environnementale, si vous avez des éléments. Des programmes d'envergure qui impliquent voilà, des travaux, évidemment, sont soumis, et comme on l'a dit au tout début dans le cadrage, ça peut être pour des aspects aussi, je crois que vous parliez de monuments historiques dans votre situation. Donc, pour voilà, d'autres composantes qui, finalement, vous emmènent, je pense aujourd'hui, sans trop pomper, effectivement, vers cette obligation. Donc là, c'est compliqué de vous répondre en live sur votre situation précise. Mhm. Oui, je comprends très bien. Bah, merci quand même. Merci de la question. Je vais donner la parole à Stéphane Munier qui lève la main. Stéphane, il n'y a plus qu'à ouvrir le Oui. Vous micro. m'entendez ou pas? C'est bon. Oui, je vous entends parler de Biotope et Natura 2000. Qu'est-ce qu'il en est pour les zones qui sont identifiées en SNIEF type 1 et 2? Ou l'une ou l'autre d'ailleurs. Les SNF, ce sont pas des zonages réglementaires. Donc, ce sont des zonages d'inventaire. Donc, il n'y a pas de. Enfin, l'étude d'impact ne se base pas sur voilà, la présence d'une emprise dans une SNIEF. C'est vraiment un apport de connaissances, une valorisation de certaines espèces voilà, qui sont souvent patrimoniales ou remarquables. Donc ça, c'est pas bloquant, ces deux zones. Une SNIEF, non, c'est pas bloquant réglementairement. D'accord. Par contre, dans une Ah, SNIEF, il peut y avoir des espèces protégées. Et bien sûr, si l'emprise recoupe une SNIEF et que voilà, des écologues passent sur site et se rendent compte de la présence d'espèces protégées, là, ça peut être bloquant. Mais la SNIEF en tant que telle n'est pas bloquante. Entendu. Merci. Merci. Gauthier Alaric Dumont, je donne la parole. Oui, Gauthier Laric Dumont, bureau d'études Fonova, au sein de la coopérative Naturascope. Moi, j'avais juste un premier petit retour à faire. C'était donc le message que j'avais mis dans le chat, c'était si l'on prend les textes de la loi, le terme d'habitat potentiel n'a aucune signification, bien que communément utilisé par les professionnels de l'environnement. Il est préférable d'utiliser les termes d'habitat utilisé ou utilisable. Donc, de même, le terme de défavorabilisation n'a aucun fondement réglementaire. Il faudrait privilégier les termes de destruction anticipée d'habitat utilisé ou utilisable pour la notion irrémédiable ou d'altération et de dégradation temporaire d'habitat utilisé ou utilisable pour la notion temporaire afin d'éviter la destruction des individus mais de préserver les habitats. Donc, ça, c'était juste un petit retour. Voilà, parce que j'avais entendu les termes de perturbation et de défavorabilisation. Et sinon, après, j'avais une question qui concernait la préservation d'accès dans les filets. En tant que bureau d'études, je préconise parfois cette mesure et elle n'est pas toujours bien perçue pour des raisons techniques où on me met en évidence la baisse de la résistance des filets. Et donc, du coup, je voulais savoir s'il y avait des retours sur ce sujet. Je ne sais pas, sur est-ce qu'il fallait forcément qu'il y ait des notes de calcul qui soient mises en œuvre ou pas. Voilà, merci. Alors, nous, en tant qu'entreprise, on ne le fait pas comme ça sans l'avis, sans justement les autorisations et les études réalisées par les géotechniciens. Voilà. Après, je laisse la parole à Damien, parce que je pense que tu es peut-être plus à même d'en parler. Alors moi, je veux bien une petite précision. Qu'est-ce que vous entendez par la préservation d'accès dans les filets? Je saisis mal. Par exemple, des fois, c'est ce que c'est ce qui a été présenté dans la diapo notamment. C'est par exemple sur des filets plaqués. Je sais pas, il y avait un gîte à chiroptère en falaise ou un site de nidification pour certains rapaces.
Et bah, du coup, c'est de préserver des accès dans le filet, donc la création D'accord, d'accord. Des de trous, ouvertures, en fait, voilà, pratiquées d'ouverture dans par le les ouvrages. filet pour permettre l'accès aux habitats par les espèces. Eh oui. Alors, clairement, voilà. Ce genre de mesure, c'est clairement, mais vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que, je prends un exemple concret, peut-être vous l'avez vu dans les diapos qu'on a fait passer, il y avait une illustration, on avait une ouverture dans un grillage au droit d'une cavité de 2 mètres par 2 mètres, ce qui est énorme dans un grillage, qui dans l'immense majorité des cas ne peut pas être prévu, mais là, dans ce cas particulier, c'était possible parce que la morphologie de la falaise, etc., faisait que les chutes de pierre à l'arrière de l'ouvrage n'étaient pas susceptibles de passer par cette ouverture-là. Donc, il n'y a, il y a pas de réponse générale. C'est vraiment du cas par cas. Par contre, c'est vrai que dans certains cas, on peut, même si une ouverture dans le filet, un accès dans un filet ou un grillage à un endroit donné aurait été nécessaire pour permettre le passage, malheureusement, oui, oui, il y a certaines situations où ça ne s'y prête pas parce que ça peut soit réduire la résistance de l'ouvrage, soit son efficacité, quoi. Ça peut laisser passer également des éléments, des pierres, quoi. Donc, il n'y a pas de réponse uniforme, c'est du cas par cas. Et là, plus que jamais, c'est la solution, elle est à rechercher dans la co-conception, je dirais, entre vraiment les 3 composantes, quoi. Entreprise, maître d'œuvre et bureau écologue. Je rajouterais même, c'est généralement essayer de prendre des renseignements auprès des constructeurs, même de filets ou de grillages, ouais, qui peuvent être force de proposition sur une adaptation vraiment technique particulière, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur ouvrage, assez souvent, peut-être mieux que les bureaux d'études dans certains cas. Et donc, ils peuvent être justement force de proposition pour adapter à une solution donnée, une ouverture dans un filet plaqué, dans un filet pendu ou dans un grillage plaqué ou grillage pendu particulier. Et sans réduire la capacité de l'ouvrage, du coup. Ouais, c'est vrai. Très bien, merci. Merci. Je vais prendre les 2 dernières questions et puis après on s'arrêtera là. On aura déjà bien débordé. D'un point de vue réglementaire, pouvez-vous nous préciser quelles sont les démarches à entreprendre auprès des services de l'État? S'agit-il d'autorisation environnementale? Peut-être, je ne sais pas, Biotope ou Géolith sur Bah, cette ça question? dépend vraiment du cas de figure, ce qu'on a évoqué. Donc, sans connaître le contexte, là, tout de suite, c'est compliqué de vous répondre. L'anticipation qui avait été rappelée à plusieurs reprises et voilà, mettre mot pour faire même un cadrage réglementaire, hein, ça peut être voilà, votre solution. Ok, merci. Et la dernière question, dans le cas d'une micro-intervention à petit budget, la purge d'un écran, d'un petit grillage par exemple, comment justifier l'intervention d'un écologue au niveau financier? Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse à apporter, mais Non, mais voilà. juste un commentaire, c'est Ouais. oui, je me mets à la place du donneur d'ordre, de la maîtrise d'ouvrage qui finance une intervention comme ça, parfois avec des budgets très limités. Oui, 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 c'est une vraie question qui se pose au quotidien. Mais la seule réponse qu'on puisse faire, c'est que malheureusement, la responsabilité par rapport à la protection du milieu, ce n'est pas une notion d'échelle, c'est pas une notion d'échelle. On peut, sur une petite intervention ponctuelle en paroi, on peut faire des dégâts sur le milieu, peut-être autant que sur une grosse intervention. Donc, bah oui, encore une fois, ce sont des sujets complexes parce que quand on tient les cordons de la bourse, c'est pas forcément évident d'aller en plus missionner un écologue et lancer des démarches comme ça. Mais théoriquement, oui, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on a une responsabilité par rapport à la préservation du milieu. Donc, je pense que ce n'est pas une réponse satisfaisante pour M. Ossard, mais malheureusement, c'est un peu comme ça. Bon, merci en tout cas pour tous ces éclaircissements et puis la super présentation qui a été faite par vous tous.
Et puis, merci d'être resté un petit peu plus longtemps que ce qui était prévu. Bon, bah, on va clôturer du coup. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.